C'est Si vide, un thriller à suspense de Fate Bold, tome 17, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Samantha inspira profondément, laissant l'air la purifier. En expirant, elle passa lentement de la posture de l'enfant à celle du lotus. Dans ses cours, elle employait les termes anglais, mais chez elle, elle préférait les noms sanscrits. Cette langue lui semblait tellement plus fluide que l'anglais. Elle ferma les yeux et posa ses mains sur ses genoux, paumes vers le ciel. Elle ne croyait ni aux bienfaits métaphysiques de la méditation, ni aux associations spirituelles avec les chakras. Mais elle ne pouvait nier les effets bénéfiques du chant sur son corps, ni la sérénité que lui procurait le fait de se concentrer entièrement sur son être dans l'instant présent. Elle fredonna un mantra et eut l'impression de ne faire qu'un avec l'univers. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Techniquement, c'était une erreur. Une pratique rigoureuse l'aurait obligée à se détacher de ses émotions et à simplement être. Mais Samantha n'était pas à cheval sur les principes. Elle n'aspirait pas à devenir un gourou comme Irma ou Kelly, les autres instructrices du Lake Yoga. Elle se contentait d'aider les gens à découvrir la beauté et la grâce de leur propre corps. Elle resta en position du lotus jusqu'à ce qu'elle se sente complètement détendue. Puis elle s'inclina et offrit le traditionnel namaste à personne, ou plutôt à elle-même. Elle se leva et commença à préparer son dîner. Une salade verte aux pois chiches, noix et dattes, assaisonnée d'une vinaigrette douce au romarin. Son ancien professeur de cuisine aurait probablement fait une syncope en voyant ce qu'elle mangeait, mais Samantha avait renoncé à la grande cuisine depuis des années. Elle claqua la langue et secoua la tête. « Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui, Sam ? Tu as des pensées négatives envers Irma, Kelly et maintenant le chef Wazin. Je crois que tu as besoin de méditer davantage. » Elle termina sa salade et s'installa devant la télévision. On diffusait sa comédie romantique préférée ce soir-là. Même si Samantha ne s'autorisait ni le verre de vin ni la coupe de glace qu'une telle occasion méritait, elle se permettait de soupirer avec nostalgie devant le personnage principal, un homme magnifique qui méritait vraiment mieux que cette fille égoïste et pleurnicharde qui n'arrivait pas à accepter que sa sœur ait plus de succès qu'elle. Elle se demanda comment Giacomo réagirait s'il savait qu'elle fantasmait sur un acteur de comédie romantique. Il deviendrait sûrement boudeur et jaloux. Elle l'appréciait, mais il pouvait être si puéril parfois. « Il a encore du chemin à faire, » se dit-elle. « Mais après tout, nous ne sommes pas mariés, nous avons le temps et s'il… » Un bruit sourd interrompit ses réflexions. Le mystère de ce que Giacomo devait faire ou ne pas faire resterait entier. Elle se figea et tendit l'oreille, guettant une répétition du bruit. Le yoga avait chassé la peur de son esprit, mais elle restait une femme vivant seule, et chaque semaine semblait apporter son lot de faits divers, sordides, impliquant des femmes agressées. N'entendant plus rien, elle finit par se détendre. « Calme-toi, Sam, ce n'est rien, juste… » Une main se plaqua sur sa bouche. Avant qu'elle ne puisse réagir, une autre main saisit l'arrière de sa tête et la tordit violemment. Elle entendit sa colonne vertébrale craquer, puis tout devint noir. Chapitre 1er. Le cœur de l'agent spécial Fate Bold s'emballait tandis qu'elle s'installait dans le fauteuil de bureau pivotant, déclinant poliment le canapé. Elle espérait que sa transpiration n'était pas aussi visible qu'elle le ressentait. Le docteur Susan Perth ne semblait pas avoir remarqué l'anxiété de Faith, mais cette dernière en doutait. Après tout, le docteur était payé pour détecter ce genre de choses. Turk observait le docteur Perth avec méfiance, sentant l'inquiétude de sa maîtresse. Faith tenta de le rassurer d'un sourire, mais celui-ci ne dut pas être très convaincant, car le chien ne cessa de fixer la psychologue. « Je peux autoriser Turk à assister à cette séance, » déclara le docteur Perth. « Mais pour les suivantes, il devra rester chez vous. » Son doux accent britannique et son allure maternelle plaisaient à Faith. Cependant, l'idée de laisser Turk à la maison la contrariait. « Peut-il venir encore un peu ? Disons que ma dernière expérience en thérapie n'a pas été des plus agréables. » La dernière fois que Faith avait consulté, son thérapeute n'était autre que Franklin West, désormais connu de tous sous le nom du tueur imitateur, un serial killer cruel et prolifique qui avait largement dépassé son modèle, le tristement célèbre tueur Alan, Jethro Trammell. Ironie du sort, Faith suivait une thérapie pour surmonter les traumatismes infligés par le tueur Alan. Découvrir que son thérapeute de confiance était en réalité le disciple le plus dangereux de celui qui avait failli lui ôter la vie l'avait rendue méfiante envers les praticiens et la thérapie en général. Mais elle faisait des efforts. Sur l'insistance de son patron et avec les encouragements de David et Michael, elle essayait. « Je comprends, » dit le docteur Perth. « Je l'autoriserai à assister à quelques séances supplémentaires.
mais il faudra arriver à un stade où vous vous sentirez à l'aise sans lui. Je sais que ce n'est pas qu'un simple chien pour vous, mais je doute que vous puissiez être totalement honnête en sa présence. Faith fronça les sourcils. Effectivement, ce n'est pas qu'un chien. Le docteur Peart se contenta de la regarder avec un sourire patient et Faith soupira. Je vois où vous voulez en venir. D'accord, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, acquiesça le docteur Peart. Comme il s'agit de notre première séance, nous allons rester décontractés. Je vais essayer d'apprendre à vous connaître et de comprendre comment je peux vous aider au mieux en tant que médecin. Ça me va, dit Faith. Parfait. Pourquoi ne pas commencer par me dire ce que vous attendez de cette thérapie ? Faith soupira. Eh bien, que les gens arrêtent de me harceler à ce sujet, ce serait déjà pas mal. Avez-vous l'impression qu'on vous force à suivre une thérapie ? Non, pas vraiment. C'est juste que... Les paroles de son patron lui revinrent en mémoire. Ce n'est pas une suggestion, Faith. Les hauts gradés me reprochent de vous avoir réintégré au bureau. Si nous voulons éviter les ennuis, il faut montrer que vous suivez les règles. Arrêtez de contourner les recommandations. Un peu, admit-elle. Je pense simplement que tout le monde s'inquiète trop pour moi. Vous sentez-vous coupable de susciter leur inquiétude ? Non, c'est juste que... Je veux dire, c'est mon problème, non ? Je sais qu'ils s'inquiètent, mais je devrais pouvoir décider moi-même du type d'aide dont j'ai besoin. De quel type d'aide pensez-vous avoir besoin ? Aucune. Ne le prenez pas mal, mais je ne pense vraiment pas en avoir besoin. Je veux dire, j'avais l'habitude de faire des cauchemars, mais ce n'est plus vraiment le cas. J'ai mis West derrière les barreaux une bonne fois pour toutes, et j'ai été l'agent la plus performante du bureau ces 2 dernières années et demie. Mon partenaire et moi, je vais bien, vraiment. Le docteur Peart hocha la tête. Comment vous sentez-vous ? Faith cligna des yeux. La question était à la fois un changement de sujet et très vague. Comment je me sens par rapport à quoi ? En général, comment vous sentez-vous ? Elle haussa les épaules. Il y a des hauts et des bas, mais ça va. À quoi ressemble une bonne journée pour vous ? Quand je vois David, c'est mon petit ami. Quand je résous une affaire. Quand Turk et moi sortons sans que le travail ne nous pèse. Quand je dîne avec Michael sans qu'Ellie me regarde comme si j'étais une garce qui veut sa peau et Michael dans mon lit. Michael est votre partenaire ? Oui, et mon meilleur ami. Et vous avez eu une histoire avec lui, n'est-ce pas ? Faith ressentit une pointe d'agacement. Si seulement elle n'était jamais sortie avec Michael. Tout le monde voulait croire qu'ils étaient encore attirés l'un par l'autre. On est sortis ensemble pendant 1 an, mais ce n'était pas sérieux. J'aime David et lui aime Ellie. Et Ellie n'est plus jalouse. C'est ça le problème. Elle m'apprécie maintenant. Le docteur Peart acquiesça. Et qu'est-ce qu'une mauvaise journée ? Le sourire de Faith s'évanouit. Des images de cadavres, de tueurs narquois et d'êtres chers en larmes défilèrent dans son esprit. En arrière-plan se dessinaient les sourires jumeaux de Jethro Trammell et Franklin West. « Perdre des gens », répondit-elle. « Ne pas résoudre une affaire à temps et voir les corps de ceux que je n'ai pas pu protéger. Ce sont toujours des moments difficiles. » Le docteur Peart hocha la tête à nouveau. Faith pressentait que cela allait devenir lassant avec le temps. « Quelles sont vos aspirations pour l'avenir ?» demanda le médecin. Faith laissa échapper un rire nerveux. « Quoi, je remplis un profil Tinder ?» Le docteur Peart sourit, nullement offensé. « Non, mais l'idée est similaire. Un profil de rencontre donne un aperçu de qui vous pensez être. Mes questions ont le même objectif, me donner un aperçu de la personne que vous croyez être. » « Vous insinuez que je ne me connais pas vraiment ?» lança Faith, provocante. « Est-ce votre impression ?» Faith inspira profondément pour garder son calme. « Je pense que vous essayez de m'aider, » répondit-elle. « Mais oui, j'ai l'impression que vous croyez mieux savoir que moi qui je suis et qui je devrais être. »« Alors vous vous méprenez sur le but de la thérapie, » répliqua le docteur Peart. « Mon rôle est de vous aider à accepter les aspects difficiles de votre vie, à faire la paix avec votre passé et à vous projeter dans l'avenir. Mais c'est à vous de m'indiquer ce qui vous pose problème, ce que signifie pour vous tourner la page et quel avenir vous envisagez. Certaines choses, vous me les direz explicitement. D'autres, je les déduirai par l'observation. »« Stop !» l'interrompit Faith. « Vous n'avez pas à m'analyser comme un soigneur de zoo observerait un singe. Si je vous dis quelque chose, c'est la vérité. Si je ne dis rien, c'est que ce n'est pas important. »« Ce n'est vrai ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne, » répondit doucement le docteur Peart. Faith serra les lèvres. « Très bien, si vous voulez ma coopération, arrêtez de me traiter comme un cas d'école. Je comprends que vous faites votre boulot et j'essaie d'être patiente, mais j'en ai marre de ces histoires de « regardez cette tache d'encre et dites-moi ce que vous voyez ». Le docteur Peart pinça les lèvres et s'adossa à sa chaise, observant Faith d'un air pensif. Après un moment, elle dit « Je vois qu'il faudra du temps pour établir la confiance. C'est normal. Cependant, je vous demande gentiment de répondre à mes questions du mieux possible et de croire que je suis
comme vous l'avez dit, déterminé à faire mon travail. Nous ferons tous deux des erreurs en chemin, mais je m'engage à les corriger. Et vous ? Faith soupira d'exaspération. Franchement, Doc, mon intention est d'en finir. C'est le mieux que je puisse vous offrir pour l'instant. Ça, c'est très bien. Vous sentez-vous à l'aise pour me parler de vos espoirs pour l'avenir ? Je répondrai à vos questions malgré mon malaise. Ça vous va ? Pour l'instant, oui. Parfait. Mon espoir pour l'avenir, c'est que Turk et moi sauvions de nombreuses vies et qu'on envoie beaucoup de salauds derrière les barreaux, là où ils ne pourront plus nuire. J'espère épouser mon copain un jour et rester amie avec Michael toute ma vie. Je ne sais pas si c'est le rêve d'une vie, mais ce serait génial d'avoir une Chevrolet 49 et d'en faire une bagnole pour sillonner le pays avec Turk. Vous êtes passionné de voitures anciennes ? Oui, c'est ça. Si je n'avais pas rejoint les Marines, j'aurais fait un apprentissage dans un garage pour apprendre à bosser sur les bagnoles. Je pense toujours que ce serait cool de mettre un petit bloc moteur dans une Chevrolet 49, de l'associer à une boîte 6 vitesses, une suspension améliorée et de meilleurs pneus et de lui faire traverser tout le pays. Ça a l'air sympa. Faites acquiescer ça. Ce sera un défi d'adapter une boîte 6 vitesses, mais je suis quasi certaine d'y arriver. Je devrais peut-être renoncer au compresseur, mais un petit bloc de base produira quand même 350 chevaux, soit le triple de la puissance du moteur d'origine. Le Dr Perth lui adressa un sourire placide, et Faith sentit le rouge lui monter aux joues. Il était évident qu'elle parlait de voiture pour éviter d'aborder des sujets plus sérieux. Le fait que Perth s'en rende compte et choisisse de ne rien dire l'agaçait. Après tout, c'était lui qui avait posé la question. « Et vos peurs ?» demanda Perth lorsque Faith se tut. « Qu'est-ce qui vous effraie pour l'avenir ?» Faith soupira. « J'ai peur. » Elle s'interrompit à nouveau avant de lâcher. « Vous savez quoi, Doc ? Je suis navrée, c'est juste que c'est beaucoup d'un coup. Je crois qu'on n'a pas la même définition d'une première séance légère. On pourrait éviter de parler de mes peurs aujourd'hui ? Nous n'y sommes pas obligés aujourd'hui, concéda le Dr Perth. Mais il faudra bien en parler. Pourquoi ? Faith ne put s'empêcher de répliquer. Je veux dire, elle rougit. C'est juste que je vais bien. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tout le monde agit comme si ce n'était pas le cas. Qui agit comme si vous n'alliez pas bien ? Personne, je voulais juste dire. Elle pinça les lèvres, attendant la réponse qu'elle savait venir. « Personne n'est bien loin de tout le monde », fit remarquer le Dr Perth. « Je ne parlais pas de tout le monde », insista Faith. « C'est juste que je n'ai pas envie d'être ici, d'accord ? Je suis désolée, ce n'est pas votre faute. Je suis certaine que vous êtes un excellent médecin, mais je n'ai pas envie d'être là. Je n'en ai pas besoin et ça ne me plaît pas. Voilà. » Le Dr Perth détourna le regard et tapota son bloc-notes un instant. Plus que quiconque, vous avez des raisons de vous méfier de la thérapie, Faith. Il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur des actes de Franklin West. En tant que personne qui a consacré sa vie à conseiller les gens, savoir que Franklin West a utilisé ma profession comme un outil pour vous torturer psychologiquement me révolte. Vous n'avez pas l'air révolté. Cela ne vous aiderait pas que je montre ma colère, répondit le Dr Perth. Mais je le suis, de la même façon que vous seriez en colère si un tueur se faisait passer pour un agent du FBI et utilisait cette couverture pour assassiner des innocents. La minuterie sonna et le Dr Perth appuya calmement sur le bouton pour l'arrêter. C'est la fin de notre séance. Elle croisa le regard de Faith. Je pense que vous avez raison, vous devriez continuer à venir avec Turk pendant un certain temps. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour établir la relation dont nous aurons besoin pour vraiment aborder les problèmes qui vous préoccupent. Il vous faut quelqu'un en qui vous avez une confiance absolue pour vous aider à faire les premiers pas. Faith soupira. Elle ressentait beaucoup de choses, mais elle choisit d'exprimer sa gratitude. Merci, docteur, j'apprécie votre compréhension. Je vous en prie. Le Dr Perth se leva et tendit sa carte de visite à Faith. N'hésitez pas à m'appeler à tout moment pour quelque raison que ce soit. Faith haussa un sourcil. Sérieusement ? Oui, je finirai par fixer des limites plus strictes, mais pour l'instant, il est important que vous sachiez que je m'engage à vous aider. Faith ne voulait pas perdre plus de temps à essayer de comprendre cette décision, alors elle prit la carte. Merci, Doc. Je vous en prie, bonne soirée, Faith. Faith conduisit Turk hors du cabinet et tenta de donner un sens à tout ce qui se passait. Elle n'avait vraiment pas envie d'aller en thérapie, mais puisqu'elle y était, autant jouer le jeu. Perth était tellement différent de West. Faith n'osait pas se l'avouer, mais elle préférait l'approche plus directe de West. Le Dr Perth semblait vouloir que Faith dirige les séances. Faith n'était pas sûre d'en avoir envie. Elle soupira et ébouriffa la fourrure de Turk. « On y va pas à pas, hein, mon grand ?» Chapitre 2. Michael lui sourit lorsqu'elle descendit de sa Crown Victoria 2009.
Cette voiture n'avait peut-être pas le charme de la Chevrolet 49 dont elle avait parlé au Dr. Peart, mais elle restait un bel exemple du savoir-faire automobile américain. Faith soupira. « Je t'en prie, Michael, ne me pose pas de questions. Vraiment. Tu sais bien que je n'ai pas le choix. » Pas du tout. Ils se dirigèrent vers le bureau, Turk trottinant gaiement entre eux. « Bon, je vais faire une supposition alors. La thérapie t'a agacé parce que le Dr. Peart a réussi à te faire parler de certaines choses au lieu de te laisser les enfouir. La thérapie m'a agacé parce que je n'ai plus rien qui m'appartienne. J'ai l'impression qu'on va bientôt me demander de consigner mes selles. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Il faut s'y mettre tôt. Tu ne rajeunis pas, tu sais. » Elle fronça les sourcils. J'imagine qu'il y avait une blague là-dedans, mais elle est tombée à plat. Il haussa les épaules. « Eh, on rate 100% des tirs qu'on ne tente pas. » Elle haussa un sourcil. « Je ne te savais pas amateur de hockey. » Ce fut à son tour de froncer les sourcils. « De quoi tu parles ? » Laisse tomber. Ils entrèrent dans le bâtiment et se dirigèrent vers le bureau du patron. Faith se prépara mentalement à la réunion à venir, qu'elle pressentait encore plus pénible que sa séance de thérapie. « Ça va aller ?» demanda Michael. « Redemande-moi ça, grogna-t-elle. Je te mets au défi. » Il leva les mains en signe d'apaisement. « D'accord, d'accord. » Ils pénétrèrent dans le bureau, accueillis par le regard sévère du patron. L'agent spécial en charge Grant Monroe, surnommé affectueusement le patron par ses subordonnés, était un vétéran du bureau depuis 25 ans. Il dirigeait le bureau de Philadelphie depuis 15 ans, connu pour sa gestion quasi-militaire et son franc-parler face aux décisions contestables de la hiérarchie. Cette attitude lui avait valu à la fois la colère et le respect réticent des directeurs. Il ne montrait jamais plus haut, mais son poste était assuré. Ils s'assirent, attendant que le patron prenne la parole. Celui-ci s'installa et soupira, ce qui n'augurait rien de bon. Si quelque chose l'inquiétait, c'est que l'affaire était sérieuse. Faith n'avait pas besoin de ce soupir pour le savoir. J'en déduis que nous n'avons rien de nouveau sur le meurtre. Le meurtre en question concernait un employé d'un magasin d'électronique familial du centre-ville. La victime, Bob Osier, un homme de 45 ans, chauve et corpulent, avait été retrouvé éventré, une petite télévision portable posée sur la cavité abdominale. Un message écrit au feutre rouge sur l'écran disait « C'est de votre faute, Bold ». Une semaine s'était écoulée sans que l'on identifie le coupable ni que l'on sache si ce meurtre visait réellement à envoyer un message à Faith. Par précaution, et surtout pour tenir Faith à l'écart du cirque médiatique, supposait-elle, l'affaire avait été confiée à Derulo et Chavez, deux autres agents du patron. « Non », répondit le patron. « Nous avons fouillé Internet à la recherche d'indices sur une éventuelle menace vous concernant, mais rien n'est ressorti. Nous avons même vérifié la page des fans de Franklin West. »« Il a une page de fans !» s'exclama Michael. Faith aurait aimé être aussi surprise que lui par cette nouvelle. « Malheureusement, oui », répondit le patron avec une moue de dégoût. « Les gens sont stupides, mais ce fan club est surtout composé d'adolescents qui trouvent amusant de simuler une attirance pour des tueurs en série. Personne n'a mentionné le meurtre, et Faith ne semble intéresser personne, si ce n'est pour dire qu'elle n'est vraiment pas le genre du Dr. West, et qu'il devrait plutôt jeter son dévolu sur quelqu'un au look plus sombre. » Faith laissa échapper un petit rire. « Est-ce que c'est le bon moment pour demander si je peux travailler sur l'affaire ? » « Ce n'est jamais le bon moment pour poser cette question, » rétorqua le patron. « Nous ne pouvons pas prendre le risque de vous impliquer davantage. On s'en prend déjà à vous et au bureau à propos de l'affaire West. Vous marchez sur des œufs. Vous êtes trop proche de cette affaire. Donc la réponse est non. »« Mais est-elle en danger ? » demanda Michael. « Pensez-vous que cette personne pourrait s'en prendre à elle ? » Nous ne savons toujours pas si l'auteur de ce crime s'intéresse vraiment à Faith. Le mode opératoire est théâtral, mais il ne ressemble en rien à celui de West. Si c'est un admirateur, il exprime son admiration de façon pour le moins étrange. Michael ricane. « C'est quoi ? La bonne façon de témoigner son admiration à un tueur en série ? » Le patron le fixe du regard. Comme l'a fait West. Michael pince les lèvres, silencieux. « Si je ne suis pas sur l'affaire, pourquoi on en parle ? » demande Faith. « Sans vouloir vous manquer de respect, monsieur, si je ne peux pas participer à l'enquête, autant que j'en reste à l'écart. »« En temps normal, je serai d'accord, » répond le patron. « Mais votre nom a été mentionné. J'ai donc pensé qu'il fallait au moins vous demander si vous aviez remarqué quoi que ce soit d'inhabituel ces dernières semaines. » Faith secoue la tête. « Rien du tout. Mon quartier est aussi calme qu'un cimetière. » Elle regrette aussitôt cette comparaison malheureuse. Le patron soupire. « Bon, tenez-moi au courant si ça change. Pour l'instant, on peut raisonnablement penser qu'il s'agit d'un cas isolé. »« Sacrée merveille, ce coup unique, » marmonne Michael. « Ne retenez pas votre souffle, prince, » lance le patron en fouillant dans son tiroir. « J'ai un charmant petit psychopathe je l'ai traqué.
Oh, quelle joie, ironise Michael. C'est déjà Noël? Le patron pose un dossier sur le bureau. Cassidy Holt, 28 ans, retrouvée nue dans un jardin botanique. Le corps était recouvert d'une poudre noire, positionné genoux repliés sur la poitrine et bras enroulés autour des pieds. Charmant, raille Michael. Agression sexuelle? S'enquiert Faith. Non, ça ne peut pas être aussi simple, déclare Michael. Ça ne l'est jamais, n'est-ce pas? Acquiesce le patron. D'après ce qu'on sait, elle a été tuée sur place. Cause du décès, rupture de la moelle épinière due à une torsion extrême des vertèbres cervicales. En français? Demande Faith. On lui a brisé le cou. Faith grimace. Elle avait vu nombre de scènes de crimes horribles, souvent bien pires, mais il y avait quelque chose de bestial dans le fait de briser une nuque. Ce n'était pas l'œuvre d'un esprit malade ou d'un savant fou, juste celle d'une brute. Le reste, en revanche, le corps nu mis en scène et cette mystérieuse poudre noire, ça, c'était dans ses cordes. Vous avez parlé de poudre noire, relève Michael. On sait déjà ce que c'est? Pas encore, le labo est toujours en train d'analyser. Quand ce meurtre a-t-il eu lieu? Demande Faith. Il y a 4 jours. Et on n'en entend parler que maintenant? Tu connais les règles, Faith. 3 meurtres avant qu'on nous appelle, ou 2 qui ont l'air louches. Il y a donc une deuxième victime? Le patron retourne la photo de Cassidy Holt pour en révéler une autre. Samantha Reynard, 32 ans, découverte dans son appartement ce matin, couverte de poudre blanche, également nue, pas d'agression sexuelle non plus, posée membres écartés, comme une étoile de mer. Notre gars devient créatif, commente Michael. On ne sait pas encore si c'est un homme, souligne le patron. C'est vrai, mais soyons réalistes, rétorque Michael. C'est un mec. Le patron soupire. Oui, probablement, mais on va faire notre boulot sans rien présumer. Bien sûr, acquiesce Faith. Cause de la mort de Samantha? La même que pour Cassidy. Délicieux, lance Michael. Pourquoi toujours des filles? Ce n'est pas toujours le cas, répond le patron. Mais pour celui-là, probablement. Une meilleure question serait: pourquoi les déshabiller s'il n'y a pas d'éléments sexuels? Interroge Faith. Ou bien l'aspect sexuel ne nécessite-t-il pas de passage à l'acte? Je veux dire, bon, pas besoin d'entrer dans les détails sordides pour l'instant, élude Michael. Y a-t-il autre chose qu'on devrait savoir, patron? Oui, vous prenez un vol privé pour Chicago. Faith hausse un sourcil. On ne prend pas le car? Non, j'utilise une partie de l'excédent du bureau local pour vous payer un avion charter jusqu'à O'Hare. Vous êtes trop connu pour prendre un vol commercial. Faith hausse les épaules. Je peux quand même aller faire mes courses sans être assailli par les journalistes. Certes, mais le bureau juge trop risqué de vous exposer en public. Il ne voulait plus même pas que je vous confie cette affaire, mais je les ai ignorés et j'ai trouvé des solutions pour couper court à leurs objections. Faith fronce les sourcils. Ils m'en veulent toujours pour le cirque médiatique autour du procès de West. Non, mais ils sont encore remontés. Je ne veux pas jouer les idiots, Faith, mais ils n'ont pas tout à fait tort non plus. On n'est pas la CIA, mais ça aide quand nos agents de terrain ne sont pas des célébrités. Je sais que tu n'es pas Margot Robbie, mais suffisamment de gens connaissent ton nom et ton visage pour que ce soit un handicap de t'avoir sur le terrain. Tu m'envoies quand même à Chicago. Parce que je pense que les avantages l'emportent sur les risques, répondit-il. Mais soyez conscient que vous êtes sous surveillance. Cette fois-ci, vous devez agir dans les règles de l'art. Et préparez-vous à une attention médiatique accrue si l'on découvre que vous travaillez sur l'affaire. Ce qui signifie que nous devons essayer d'éviter que ça s'ébruite, supposa Michael. Je ne sais pas si c'est possible, admit le patron. Mais soyez prêts à avoir les projecteurs braqués sur vous. Il faudra trouver un moyen de les envoyer paître poliment. Faith éclata de rire. Je promets d'être aussi courtoise que vous, monsieur. Le patron s'affaissa légèrement. C'est bien ce que je craignais. Contentez-vous de leur dire que vous ne pouvez pas discuter des détails d'une enquête en cours. S'ils insistent, servez-leur le baratin habituel. Vous suivez des pistes, vous donnerez plus d'informations une fois l'arrestation effectuée, et ainsi de suite. Avec un peu de chance, proposa Michael, nous pourrons peut-être mettre à profit cette attention pour solliciter l'aide du public. Je sais que cela signifie généralement 1000 fausses pistes pour une vraie, mais ça occupera les gens et ils nous laisseront tranquilles. Le patron dévisagea Michael. Bon sang, prince, je crois que vous venez d'avoir une idée brillante. Ça m'arrive de temps en temps, répliqua Michael avec un sourire en coin. Quoi que vous fassiez, faites-le de la manière la plus professionnelle possible. Nous avons besoin d'une raison pour vous garder sur le terrain, Bold. Sinon, la décision nous échappera. Maintenant, filez d'ici. Allez coffrer un méchant. Eh, protesta Faith. C'est ma réplique, ça. Eh bien, voici la mienne. Allez vous faire voir. Faith pouffa. Bien compris, monsieur. Quand décolle notre avion? Bientôt. Rendez-vous à l'aéroport. Quelqu'un vous y attendra avec une pancarte. C'est excitant, s'amusa Michael. Comme dans un film,
Ouais, acquiesça Faith. Sauf que les victimes, elles, ne peuvent pas partir quand le réalisateur crie « Coupé ». Chapitre 3. Le jet affrété par le FBI n'avait rien d'un palace volant, mais il offrait suffisamment d'espace pour étirer les jambes et une table entre les fauteuils. Bien que légèrement déconcertant de voyager dans un appareil à peine plus grand que le SUV de Michael, le décollage se fit en douceur. « Au fait », lança Michael en sortant une bouteille de champagne et 2 flûtes. « Il y a un mini-frigo. »« Tu sais que le bureau va nous le faire payer », lui rappela Faith. « Qu'il sache, moi, que je compte bien les saigner à blanc maintenant », rétorqua Michael. Il leur servit 2 verres et en plaça un devant elle. Elle soupira et but une gorgée. « Tu vois » dit Michael. « Tu n'es pas mieux que moi. »« Va au diable » répliqua Faith d'un ton moqueur. « Bon, parlons un peu. Que penses-tu de ces meurtres ?»« Ils sont malsains » répondit Michael. Elle leva les yeux au ciel. « Quelle analyse perspicace, agent spécial !» Il haussa les épaules. « C'est une observation importante. Ce ne sont pas des façons naturelles de disposer un corps. Si elles avaient toutes les 2 été mutilées, je dirais que c'est purement sexuel. Tu sais, les laisser vulnérables et ouvertes. Bon sang, je déteste devoir en parler de façon si clinique. McDonald's embauche si tu veux changer de boulot, ironisa Faith. Mais je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas prête à écarter totalement l'aspect sexuel puisque les 2 victimes sont de jolies femmes dénudées et laissées intactes, mais je conviens que les poses ne semblent pas avoir de visée sexuelle. Alors, que sont-elles censées représenter ? Excellente question, répondit Faith. Et nous ferions bien d'y répondre. Une autre question à laquelle nous devrions réfléchir est « Pourquoi cette poudre ?» Et pourquoi la poudre sur Cassidy Holt est-elle noire alors que celle sur Samantha Reynard est blanche ? Ils se turent un instant et étudièrent les photos. Turk s'approcha en trottinant et y jeta un coup d'œil. « Tu vois quelque chose, mon grand ?» demanda Faith. Turk grogna et retourna se coucher entre les 2 sièges avant de la cabine. « Oui, moi aussi, » dit Faith. Elle pencha la tête. « En fait, c'est le cas. Les corps sont disposés avec soin, mais la poudre était répandue au hasard autour des victimes. La poudre serait donc moins importante ? Ou bien il importe peu que la poudre soit disposée méticuleusement. Peut-être suffit-il qu'elle soit sur le corps. Qu'est-ce que cela signifie ? Je l'ignore, admit Faith. Peut-être rien, mais je le signale au cas où cela aurait de l'importance. Michael se cala dans son siège et croisa les bras, pensif. La poudre n'est peut-être pas disposée avec soin, mais le corps l'est, comme tu l'as dit. Je pense que la pose est plus significative que la poudre. Du moins, la précision de la pose, acquiesça Faith. Parle-moi donc de Cassidy Holt. Elle était graphiste indépendante, plus une créatrice de contenu qu'une artiste à proprement parler. Que veux-tu dire par créatrice de contenu ? L'accent est mis sur les applications commerciales pratiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.